Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo, une vidéo qui se voudra pratique aujourd'hui sur la composition des vaccins et quelques mots aussi sur les process de fabrication, sachant que les deux documents que je vous propose ici, qui sont disponibles sur internet, vous permettront d'avoir toutes les informations. Voilà, on démarre sur une image de la manifestation de Pesaro en Italie ce 8 juillet 2017, donc, et les Italiens, tous en orange ou presque, qui étaient dans la rue par rapport à cette grande nouveauté pour eux aussi depuis le printemps 2017, où le gouvernement veut imposer donc en Italie 12 vaccins. C'est donc effectivement la course au plus grand nombre de vaccins obligatoires. Je ne sais pas ce qui se passe dans la folie furieuse aux vaccins, puisque jusqu'à maintenant, donc, les pays voisins, dont la liste peut être trouvée aussi, je peux vous la vérifier et vous en parler par ailleurs, les pays voisins de la France n'ont pas de vaccin obligatoire, ou un dans certaines zones de certains pays, voilà, mais certainement pas 3 comme en France. Il y en avait 4 jusqu'en 2017, avant la levée de l'obligation vaccinale pour le BCG. Depuis 2007, donc depuis 10 ans, il n'en a plus que 3, diphtérie, tétanos, polio, et avec donc pour 2018 un souhait du gouvernement français d'en mettre 11 obligatoires. Vous avez la liste exacte dans les autres vidéos et sur internet, ou sinon tout simplement dans 2 autres vidéos que vous trouverez sur la chaîne de la même façon. Donc cette manifestation à Pesaro le 8 juillet 2017, ils ont remis ça aussi au 14 juillet, les Italiens, ils sont redescendus dans la rue pour protester donc contre ces 12 vaccins obligatoires dans leur pays. Voilà, je voulais commencer sur cette belle image orange, mais pour vous faciliter la tâche, pour vous faire gagner du temps et que vous n'ayez pas à chercher partout sur internet, et parfois on ne trouve pas ou on ne trouve pas aussitôt, voici 2 documents PDF très importants et très complets. Un surtout qui va être encore plus efficace, du docteur Jean Pilette, donc médecin généraliste belge, qui depuis déjà quelques années a mis ces documents à disposition tout à fait gratuitement. Vous avez donc, voilà, le plus intéressant pour arriver rapidement sur la composition des vaccins, c'est celui-ci. Donc de 110 pages, ce sera mieux. Et le docteur Jean Pilette est membre de l'EFVV, le European Forum for Vaccine Vigilance, donc dont sont extraites ces images de cette manifestation en Italie. C'est pour ça que je voulais démarrer sur cette belle image des Italiens tout en orange. C'est sur le site de l'EFVV qui regroupe plusieurs associations donc de plusieurs pays européens et puis divers spécialistes et experts, médecins, biologistes et responsables d'associations donc, et qui demandent la liberté vaccinale mais au niveau européen cette fois avec une harmonisation pour qu'il n'y ait pas la France d'un côté, l'Italie de l'autre et puis tous nos pays voisins qui eux n'ont aucune obligation vaccinale pendant que en France, voilà, on est confronté à 11 vaccins qui risquent d'arriver. Italie, ils y sont déjà avec leurs 12 vaccins. Une concertation européenne pour une harmonisation et la liberté de choix, puisque personne n'a dit qu'il ne fallait pas se vacciner du tout et qu'il n'y ait aucun vaccin. Par contre, il est important que chaque parent, pour chacun des enfants, leurs enfants, dont ils sont responsables quant à leur santé et souverains quant aux décisions et aux responsabilités juridiques par rapport à leurs enfants jusqu'à leurs 18 ans, il est très important que toutes les familles et tous les parents aient la liberté de choix, pour des raisons diverses et variées qui peuvent être éthiques, philosophiques, religieuses, médicales et encore d'autres raisons juridiques qui se défendent tout à fait. Et il existe aussi des lois donc en France, comme on le verra encore par ailleurs, qui permettent tout à fait de refuser la vaccination. Ce n'est pas un dispositif d'exemption, d'exception.
C'est la loi, comme celle du 4 mars 2002, je peux quand même vous la redonner maintenant, dite loi Kouchner, et qui dit que toute personne avant un acte médical doit être dûment informée, complètement informée par son médecin et librement consentante à cet acte médical. Si elle n'est pas consentante, il n'y a pas de possibilité, dit la loi, de lui imposer cet acte médical. Ça concerne donc aussi la vaccination. Pour rappel, c'est une loi dont personne n'entend jamais parler, sauf les personnes qui s'y sont déjà intéressées. Il est vrai que pour les personnes qui depuis des années ont les informations, depuis des années vivent dans la connaissance à peu près, ou en tout cas quelques données sur la composition des vaccins, quelques données sur le fonctionnement des vaccins, quelques informations ou connaissances en biologie, et non pas en médecine. La biologie n'est pas toujours intégrée dans les nouvelles découvertes, dans les études de médecine. C'est bien dommage, c'est comme s'il y avait un petit peu un train de retard dans les facultés, les universités françaises pour les études en médecine. Et donc il est vrai que pour les personnes qui ont déjà un petit peu toutes ces connaissances et ces informations, ça paraît assez naturel. C'est même l'inverse qui paraît aberrant, le fait de ne pas savoir ces choses-là, de ne pas connaître la composition. Quand vous allez voir peut-être pour certaines et certains d'entre vous pour la première fois ce document, vous n'allez peut-être pas y croire, vous allez penser à un canular ou à une pure invention de l'esprit, voilà, puisque vous avez quelques personnes en vidéo sur Internet qui vous en parlent, et ça paraît tellement aberrant qu'on se dit c'est pas possible, c'est un hoax, un canular, une invention pure et simple, ils sont tous fous, ils racontent n'importe quoi, c'est pas possible que la composition des vaccins comporte ce genre d'éléments. Eh bien donc prenez ce document du docteur Jean Pilette. Pour celles et ceux qui ont déjà un petit peu d'infos, donc vous aurez vraiment le détail, c'est complet, ce sera un support de discussion avec vos proches, votre famille, votre conjoint, votre médecin ou d'autres personnes avec qui il vous faudra montrer peut-être des écrits pour discuter sur des faits et des données réelles écrites et donc à vérifier et vérifiables. Et puis pour les personnes qui n'ont aucune donnée sur la composition des vaccins, allez vérifier auprès d'un pharmacien, d'un laboratoire, d'un médecin, regardez les réponses que l'on vous donne. Vous serez aussi surpris et surpris peut-être de voir que même certains médecins, pas tous, ne connaissent que très peu la composition des vaccins. Et en général ne la connaissent pas entièrement dans le moindre détail, tout simplement parce que les laboratoires ne font pas non plus grand bruit autour de l'intégralité de la composition de ces vaccins, en plus des process de fabrication qui sont différents d'un vaccin à l'autre. On va le voir en quelques minutes ici, ça n'est pas pour vous présenter tout le document, mais pour vous dire qu'il est à disposition. Donc par exemple ici celui de 110 pages, qui s'appelle Constituants des vaccins, donc du docteur Jean Pilette, est disponible sur le site www.info-du6vaccination au singulier.be. Et vous tapez docteur Jean Pilette, Constituants des vaccins sur Internet, de toute façon vous allez tomber dessus, que ce soit sur ce site-là ou sur d'autres sites, notamment des associations qui demandent la liberté de choix en matière vaccinale. Ce document est relayé par de nombreuses associations et connu depuis au moins 2009, avec des mises à jour qui ont été faites depuis. Ces 110 pages pour ce PDF sont extraites de son autre document qui lui en fait 246 et qui s'appelle Maladies infectieuses et vaccins, donc qui est encore plus complet. Ici, sur les 110 pages, vous avez toute la partie constituant des vaccins, donc ce qui peut vous intéresser pour aller vite et en extraire les quelques pages qui vont vous être nécessaires pour des discussions et des questions à poser. En imprimer une dizaine ou une vingtaine et vous aurez donc un bon support. Il a aussi écrit, je vous le montre quand même, donc un document plus récent de 2012, préfacé par Michel Georget, notre grand biologiste français, bien sûr, Aluminium et vaccins. Alors, 21 mars 2009, nouvelle édition. Bon, j'étais sur 2012. Ici, le document nous parle de 2009. Donc, il l'a écrit au même moment que celui-ci qui date
Alors non, c'est 2011 ici, hein, ah non, 2009, mais il y a une version 2011. Voilà, alors attention, il y a des versions plus ou moins récentes. Dans tous les cas, ça ne date pas de 2017. Donc, pour les personnes qui vont vouloir mettre en doute et mettre en cause, on va vous dire, c'est pas à jour. Cela dit, les vaccins ne changent pas du tout au tout d'année en année. Il se peut qu'il y ait des différences quant à des adjuvants de l'immunité comme le mercure, donc thiomersal, thimerosal, qui ont été interdits en France, qui peuvent ponctuellement sur des vaccins fabriqués très rapidement, comme on a eu pour le H1N1, y être inclus de nouveau. Mais en général, il n'y a plus de mercure dans les vaccins, sauf exception. C'est pas du 100%. Hein. Il y en a encore dans les vaccins aux États-Unis. Par contre, chez nous, dans nos vaccins en France, c'est de l'hydroxyde d'aluminium. Donc ces compositions, bien sûr, vous pouvez aller demander aux pharmaciens et aux médecins de vous les mettre à jour en vous sortant l'intégralité des composants, des étiquettes et de leur nomenclature, eux, dans leurs officines. Alors bien sûr, il n'est pas toujours facile de poser la question et d'obtenir des réponses. Cela dit, il faut en passer par là, puisque c'est quand même la première question à se poser. Quelle est la composition de ce qui va être injecté dans mes veines ou dans les veines de mon enfant et qui va y rester pour toute la vie? C'est vraiment minimum comme question à poser. Après, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il est certain que mon enfant va fabriquer des anticorps? Est-ce qu'il est certain que ces anticorps vont lui conférer une immunisation? Quelle garantie vous me donnez là-dessus? Et quant à cette immunisation présupposée, et si jamais elle intervenait réellement, de combien de temps va-t-elle être? Combien en sera la durée? Et est-ce que cette immunisation est l'égale de l'immunité naturelle qui aurait été conférée par la maladie rencontrée de manière naturelle? Donc, par exemple, les maladies infantiles, rougeole, oreillon, rubéole, ou encore la grippe. Voilà, ce sont vraiment des questions élémentaires de base que personne ne s'est jamais posées, finalement, tellement il y a eu de confiance ou tellement ça avait l'air sulfureux ou compliqué ce fonctionnement des vaccins. Et puis pareil sur la confiance, médecins y compris, hein, étudiants en médecine, voilà, depuis leurs études à l'université, ils ont fonctionné sur la confiance qui fait fonctionner sur des croyances et non pas sur de la science. Voilà, donc maintenant qu'il y a beaucoup de doutes depuis l'hépatite B, depuis le H1N1, depuis des aberrations et des exagérations, ce sont les laboratoires eux-mêmes finalement qui ont mis la population dans le doute, hein, avec des questionnements qu'il n'y avait peut-être pas ou moins avant, ou en tout cas il y avait peu de personnes qui se posaient des questions. Aujourd'hui, ça fait de nombreuses années qu'une bonne partie de la population se pose des questions. C'est le moment de vous les poser encore plus, si vous voulez avoir la liberté de choix et opposer des arguments importants, irréfutables, des faits, des données scientifiques et non pas des croyances, tout en laissant en première intention peut-être les personnes qui vont essayer de vous culpabiliser, comme d'habitude, le fonctionnement à la peur, ou vous êtes irresponsable, ou le meilleur argument qui marche encore très bien, c'est attention, il y a des personnes fragiles qui ne peuvent pas être vaccinées, et si vous n'y êtes pas, vous risquez de les contaminer. Ça, c'est vraiment le dernier argument qui reste. Il y a moyen aussi, ça n'est pas mon rôle ici, de démontrer que cet argument est tout aussi fallacieux que tous les autres, où c'est encore plus flagrant, effectivement. Aujourd'hui, je voulais vous dire que ce document était à disposition, donc le docteur Jean Pilette, et puis simplement voir quelques lignes de lecture avec vous. Vous allez voir, c'est très intéressant. Constituant des vaccins. Voici donc la table des matières, introduction, remarques préliminaires. Alors, si je ne vous mets pas à l'écran comme il faut, voilà, ça sera mieux. Quelques constituants des vaccins, description de quelques vaccins, antipoliomyélite, antihépatite, diphtérie, tétanos, coqueluche, méningite et encéphalite, leptospirose. Voilà, vous les avez tous, les uns à la suite. Encore un tableau de quelques constituants.
Donc ici pour les 110 pages. La liste des vaccins présentés ci-après n'est pas exhaustive. Voilà, il le précise. Et je vous emmène, remarquez préliminaire. Chaque être vivant exerce une fonction s'inscrivant naturellement dans l'ensemble de l'activité de la biosphère. Les bactéries du sol permettent aux plantes d'exister. Ces dernières, grâce à la photosynthèse, donc les plantes utilisent le CO2 de l'air et la lumière pour fabriquer des sucres et rejeter de l'oxygène. Donc ça, c'est la photosynthèse. Il rappelle donc le docteur Jean Pilette en préambule, en préliminaire, que nous fonctionnons en interaction les uns avec les autres, les petits et les grands, les êtres microbiens microscopiques avec les plus grands et les très grands, peut-être les planètes dans l'univers, en écosystème, en symbiose les uns avec les autres. Et si on touche à cet écosystème et que l'on provoque des déséquilibres, évidemment, ça va entraîner des désordres fâcheux. N'est-il pas important donc de préserver ces équilibres pour qu'il n'y ait pas, par exemple, maladie? Je vous emmène à la page 9, puisque ces 110 pages, vous les avez à disposition sur Internet. Voilà, en allant chercher les antigènes et les anticorps. Et voici la page 9 qui me semblait intéressante de vous présenter. Donc un petit bout de la page 8, culture cellulaire et milieu nutritif. Tout vaccin a donc pour base des agents infectieux. Ceux-ci sont soit des bactéries, soit des virus. Pour la fabrication des vaccins, ces agents infectieux sont produits en grande quantité de façon artificielle en laboratoire. Les bactéries sont cultivées dans des milieux nutritifs spécifiques contenant le plus souvent des minéraux, des sucres, des acides aminés et des vitamines. Jusque-là, tout va bien. Les virus ont besoin pour se multiplier de cultures cellulaires et celles-ci, pour vivre et se développer, exigent également des milieux nutritifs auxquels doivent être ajoutés des facteurs de croissance. De tels facteurs de croissance sont présents dans le sérum de veau, partie du sang de veau. Ce sérum est régulièrement ajouté à ces milieux nutritifs. Donc c'est essentiel pour la culture des virus sur ces milieux nutritifs, ces facteurs de croissance issus du sérum de veau. Plusieurs types de cultures cellulaires sont utilisés pour la production du virus. Voilà, je vous laisserai lire la suite. C'était un petit bout des milieux nutritifs et des cultures cellulaires nourries au sérum de veau. Et donc, si vous arrivez en page 9, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous allez vite comprendre la particularité de la fabrication des vaccins et des composants, qui est quand même assez spéciale. Une lignée cellulaire continue est formée de cellules capables de se diviser indéfiniment. Celles-ci peuvent être choisies parmi divers tissus cancéreux, mais elles peuvent aussi être prélevées sur des tissus sains et rendues immortelles. Grâce à l'action d'agents viraux, je vais vous le raccourcir, grâce à l'action d'agents viraux ou d'agents chimiques, en plus de leur capacité de croissance illimitée, ces cellules initialement saines ont acquis des caractéristiques semblables à celles de cellules cancéreuses, comme par exemple celle de contenir des aberrations chromosomiques. Peut-être qu'il faut le relire plusieurs fois. La lignée cellulaire continue est en fait une lignée cellulaire cancérisée. Les cellules viraux sont des cellules d'une lignée cellulaire continue dérivée des cellules du rein de singe vert africain. La lignée cellulaire continue CHO est dérivée de cellules d'ovaires de hamster chinois. Les vaccins recombinants sont des vaccins préparés à l'aide de cultures de cellules génétiquement modifiées. La plupart des vaccins anti-hépatite B sont fabriqués de cette manière. Donc c'est un autre process de fabrication. Ces vaccins contiennent l'antigène de surface du virus de l'hépatite B, protéine située à la périphérie de la capsule du virus.
Cette protéine est sous la dépendance d'un gène du virus. L'antigène de surface du virus de l'hépatite B est aussi appelé antigène australien. La technique de fabrication de ces vaccins recombinants de l'hépatite B consiste à isoler le gène dont dépend l'antigène australien et à l'incorporer au matériel génétique de cellules de levure. Celles-ci deviennent donc des cellules génétiquement modifiées, des OGM pour l'hépatite B donc. Lors de leur croissance, elles produiront l'antigène de surface du virus de l'hépatite B. Les cultures cellulaires de levure génétiquement modifiées devront ensuite être éliminées pour permettre d'isoler l'antigène désiré. Celui-ci devra être purifié et concentré pour en faire un antigène vaccinal. Cette technique de modification génétique des cellules s'appelle technique de l'ADN recombinant et les vaccins produits avec l'aide de cette technique sont appelés, comme dit plus haut, vaccins recombinants. Voilà, 2 process de fabrication et quelques-uns des éléments, des constituants de ces vaccins. Donc pour les personnes qui n'étaient pas pour les OGM dans leur alimentation, obligatoirement le vaccin hépatite B, anti-hépatite B, vous n'allez pas être tellement ami avec le génie génétique dont il est issu. J'en termine pour cette vidéo pratique qui vous donne accès à ce document donc du docteur Jean Pilette, vaccins et constituants des vaccins. Voilà, vous avez la purification, la conservation et le conditionnement, la vaccinologie qui n'est pas l'immunologie, science interpellante, nous écrit le docteur Jean Pilette, et puis dès la page 11, la liste de quelques constituants des vaccins. On va la passer très vite, parce qu'elle est longue. Acides aminés. ADN, ARN, bien sûr, du virus, mais pas que. Vous pourrez lire une fois que vous aurez le document, sinon vous avez déjà quelques lignes à l'écran. Albumine humaine. Extraite du sang humain. Bien. Aluminium, ça vous le saviez maintenant pour la plupart d'entre vous. Antibiotiques peut-être aussi. Benzétonium, là on va passer à des produits divers et variés. Benzonase, donc, qui est une endonucléase, une enzyme qui attaque et dégrade toutes les formes d'ADN et d'ARN et qui est parfois utilisée pour purifier le vaccin des débris de cultures cellulaires ayant servi à sa fabrication. Et oui. Après avoir procédé de la sorte, il faut purifier. Bêta-propriolactone. Borax, chlorure de sodium. Là, rien d'extraordinaire, c'est pas le pire. CTAB, donc bromure de cétyltriméthylammonium. Désoxycholate de sodium. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous verrez ce qu'il y a derrière chacun de ces produits, mais vous avez quand même une définition dans chaque paragraphe. Du dextran, de l'EDTA, normalement qui est un chélateur chimique de métaux et qui n'est pas sans poser problème. Des édulcorants et exhausteurs de goût. Bon, pour les vaccins obtenus par voie synthétique, oui. Donc aspartame, glutamate de sodium, saccharine pour des édulcorants de synthèse. Ensuite, il peut y avoir encore de l'éthanol, du formaldéhyde, ça c'est dans presque tous les vaccins, de la gélatine, produit obtenu par ébullition prolongée de produits animaux riches en collagène. À l'échelle industrielle, la gélatine est fabriquée à partir de sous-produits de l'industrie du cuir et de la viande, comme des peaux de porc, des os de porc, des os de porc, et de bovins et des dépouilles de bovins. Le phoque et les requins sont aussi d'excellentes sources de collagène. La production mondiale de gélatine, 250 000 tonnes par an. Quelle gélatine issue de quels animaux est présente dans quel vaccin? Voilà, si vous pouvez obtenir la précision. En général, c'est de la gélatine de porc. Ce qui pose souci aux personnes qui ne souhaitent pas manger de porc.
Après, si vous mangez de la viande, voilà, on vous répondra peut-être que il n'y a pas de raison que ça vous pose souci dans un vaccin, la gélatine de porc ou la gélatine de bovin. Glutaraldéhyde, latex, mercure, donc pour les quelques rares en France qui en contiendraient encore ou c'est rajouté pour des vaccins fabriqués ponctuellement, nonylphénol, ovalbumine, donc principale protéine du blanc d'œuf qui n'est pas sans poser de soucis d'allergie. Oxynol, phénol, phénoxyéthanol, polysorbate, donc conservateur, rouge de phénol, sérum de veau, ça on l'a vu dans le milieu nutritif, donc pour la multiplication des virus. En culture, sérum physiologique, donc là c'est du chlorure de sodium, pas de souci. Et le fameux squalène qui lui pose beaucoup de soucis. Des sucres, donc glucose, lactose, mannitol, saccharose, sorbitol, du thiocyanate de potassium, encore un autre produit, triton N101, triton X100, toxique pour la cellule et génotoxique, c'est-à-dire pour le génome humain. Trométamol, thyloxapol, les virus, bien sûr, mais des contaminations par des virus indésirables, vous l'avez à l'écran. Donc l'histoire du virus SV40 qui contamine le singe sans le rendre malade est édifiante. Les cultures de cellules de reins de singe sont très souvent infectées par toutes sortes de virus. En 1992, on avait déjà dénombré dans ces cultures plus de 60 virus différents. Le nombre de ces virus augmentait si le temps de détention de ces singes augmentait et si les conditions de leur capture et de leur transport avaient été stressantes. Parmi tous ces virus, le SV40 a reçu une attention particulière car c'est un virus oncogène capable de provoquer des cancers. Or, ce virus a contaminé les vaccins anti-polio jusqu'en 1963, date à laquelle il a été décidé de l'éliminer des vaccins. Ce virus SV40 est résistant au froid aussi bien qu'à la chaleur et il résiste également au formaldéhyde. Il a donc contaminé non seulement le poliovaccin oral, mais aussi le poliovaccin injectable. Les deux ont été contaminés. Le vaccin polio injecté ou donné par la bouche a ainsi contaminé des millions d'individus. Rejeté dans les selles des vaccinés qui avaient reçu le vaccin oral, ce virus a littéralement envahi la planète par l'intermédiaire des vaccinés. Donc, vous avez cette vidéo qui circule du docteur Saluzzo, du nom de cette petite ville du Piémont en Italie, qui est médecin expert chez Sanofi Pasteur, toujours ce laboratoire condamné en cour de justice de l'Union européenne le 21 juin 2017, bien que certains rétorquent déjà que la Cour de justice s'est assise sur des données scientifiques, n'en a pas tenu compte et n'a retenu pour sa condamnation de ce laboratoire que le lien entre des indices graves et concordants avec la proximité temporelle donc entre l'injection du vaccin et la survenue de la sclérose en plaques de ce patient qui, je le précise, je ne l'avais pas précisé dans ma vidéo sur la condamnation de Sanofi Pasteur, est décédé en 2011, ce monsieur à qui je souhaitais bon courage. Sur Terre, il n'en a plus besoin. Il est décédé en 2011 de sa sclérose en plaques. Il a bien été reconnu qu'elle était consécutive au vaccin hépatite B qu'il a reçu en 98-99. Sa famille a commencé cette procédure en 2006. Il n'a été diagnostiqué sclérose en plaques que plusieurs années après. Voilà, mais la justice en 2017 en Cour européenne a reconnu le lien, même s'il n'a pas été prouvé scientifiquement de manière irréfutable que c'était bien le vaccin qui avait causé la sclérose en plaques, sachant que les données scientifiques officielles sont issues pour la majeure partie des laboratoires eux-mêmes. Il est difficile d'avoir des données scientifiques objectives et irréfutables, et il faudrait que ce soit d'experts indépendants.
la Cour de justice européenne a quand même reconnu que le vaccin était bien responsable de la sclérose en plaques. Donc il y a condamnation, arrêt de Cour de justice européenne, ce qui crée une jurisprudence pour toujours, à tout jamais. Voilà, un long combat. Par rapport à cette contamination donc par le SV40 issu des cellules de rein de singe vers le docteur Saluzzo, donc du laboratoire Sanofi Pasteur, il vous suffit de taper son nom. Incroyable révélation, en général elle s'intitule cette vidéo, et vous l'entendrez lui-même de son propre dans le cours, dans le séminaire qu'il dispense à des médecins donc sur la vaccination, vous l'entendrez lui-même dire qu'il y a eu cette contamination par le SV40, 2 que la hantise des laboratoires fabricants de vaccins, ça n'est pas les maladies, les effets secondaires et les maladies probables connues que les vaccins risquent d'engendrer autre que la maladie contre laquelle on vaccine. Les laboratoires le savent, ça existe, c'est une donnée qu'ils ont tout à fait intégrée. Mais la hantise principale des fabricants de vaccins, c'est la contamination par des virus incontrôlables, comme le SV40 par exemple. Et c'est donc aussi connu et reconnu, et cette contamination à grande échelle par le SV40 est tout à fait documentée. Ça n'est pas une invention du docteur Jean Pilette, il le tient lui-même des laboratoires et des fabricants. Et encore pour terminer, donc le docteur Saluzzo déclare aussi dans cette conférence, ce cours qu'il donne à des médecins sur les vaccins, que personne ne sait à ce jour comment fonctionnent les vaccins. C'est une déclaration intéressante. Voilà pour ce document du docteur Jean Pilette de 110 pages, précisément sur la composition des vaccins. Vous avez toute la suite encore jusqu'au bout. C'est très précis, hein. Chaque vaccin avec chaque maladie avec son vaccin correspondant, le laboratoire qui le fabrique, attention, données à mettre à jour. Mais les laboratoires fabricants depuis 20, 30, 40 ans sont toujours les mêmes, sauf qu'ils ont pu sortir de nouveaux vaccins comme l'hépatite B. Voilà, jusqu'au bout, vous avez tout le détail. Merci au docteur Jean Pilette et à toutes les associations qui tiennent ces documents gratuitement à disposition. N'hésitez pas à adhérer à toutes ces associations si vous avez besoin d'elles, si vous allez piocher les renseignements sur leur site. Ce sont des bénévoles qui font un travail formidable depuis Fernand et Simone Delarue, 1954, création de la LNPLV, elle s'appelait autrement à l'époque, elle a été renommée plus tard, donc LNPLV, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Il y a aussi Alice, Association Liberté Info Santé, toutes les associations réunies dans l'UNAX, l'Union nationale. Le site initiativecitoyenne.be, vous avez le FVV, donc le European Forum for Vaccine Vigilance. Je vous ferai une vidéo juste pour cet EFVV parce que vous verrez qu'il y a des personnes vraiment de grande valeur qui composent ce consortium européen pour demander la liberté des vaccinations. Bon courage à vous et continuez donc de vous informer et de prendre de la documentation, de la faire vérifier. Ne prenez rien pour argent comptant, mais allez demander aux personnes qui sont censées bien connaître ces choses si ce que vous avez là en main, c'est bien la composition des vaccins. En plus des questions de comment ça va fonctionner pour votre enfant, quelle garantie vous avez, voilà. Tranquillement, hein, sans pointer du doigt qui que ce soit, surtout avec votre médecin. Tous les médecins ne sont pas réfractaires à la discussion sur la vaccination. C'est pas facile pour eux non plus, peut-être encore moins que pour les parents qui peuvent juste dire non, avec les menaces qu'on leur oppose quand même. Un médecin, lui, il risque, il y a encore plus de menaces quelque part pour eux. Ça n'est donc pas facile d'exercer la médecine générale en France. C'est plus facile d'être chirurgien dentiste. Quelques antibiotiques, mais vous n'avez pas de grandes difficultés à exercer votre médecine chirurgicale dentaire.
médecins généralistes, chapeau à certains, grand courage aussi, et puis que tout le monde en discute et prenne des décisions libres et en conscience. Bon courage à toutes et à tous, à très bientôt, portez-vous bien.